Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national sur 95,6 MHz à Paris, 100,6 à Caen, 104,5 à Chartres, 87,8 à Cherbourg, 101,1 au Havre et 98,8 au Mans. Vous écoutez le libre journal de Denis Rousselot, diffusé en direct vendredi 14 de 18h à 21h et en différé samedi 15 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Fabienne. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Denis Rousselot par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82. Eh bien bonsoir pour ce nouveau libre journal. Comme d'habitude, nous démarrerons un petit peu sur les chapeaux de roue. Ce soir, nous allons traiter d'un sujet qui n'est peut-être pas d'actualité, mais en fait si, il l'est perpétuellement, il le sera encore pendant de nombreuses années, puisque nous sommes à quelques semaines de l'anniversaire de la signature des accords d'Évian, au cours d'un certain mois de mars, donc il y a maintenant 30 ans, en 1962. Nous allons donc ce soir parler du général de Gaulle, évoquer sa mémoire, évoquer sa carrière, évoquer sa vie, évoquer sa trajectoire, si l'on peut dire, évoquer sa trace. Et pour ce faire, j'ai invité quelqu'un qui s'est signalé récemment par un ouvrage qui porte sa patte et qui est peut-être aussi la conclusion, et certainement pas la forclusion d'une immense carrière. J'ai cité Roger Perfit qui vient de faire paraître aux éditions, à la Société des éditions régionales, ses réflexions sur De Gaulle, un très bel ouvrage qui comporte de nombreuses illustrations. Puis nous avons Albert Mathieu qui est éditeur, qui est bien connu et qui édite à l'enseigne des Lettres du Monde, 142 rue du Faubourg Saint-Antoine. André Figueras, bien connu de nos auditeurs, qui est historien et qui a publié 2 ouvrages, auto-publiés, parce qu'il n'est pas toujours facile de dire des choses un peu dissonantes. Et les choses dissonantes ne sont pas forcément incongrues, mais elles ne plaisent pas toujours à toutes les oreilles. Ainsi, André Figueras a auto-édité Charles le Dérisoire et Pour en finir avec le général. Et Pour en finir avec le général a de très amusantes petites illustrations de Pinatel. Donc nous recommandons la lecture de Pour en finir avec le général. Enfin, André-Christian Giraud, qui est rédacteur en chef du Figaro Magazine, et qui lui a publié deux livres tout à fait sérieux, tout à fait étayés, qui ne plaisent pas non plus, parce qu'ils sont en rupture de ton avec le conformisme ambiant, et qui s'intitulent De Gaulle et le communisme. Le tome 1, c'est l'Alliance, le tome 2, c'est Le piège, et cela chez Albin Michel, dont il faut saluer le grand mérite de publier ces temps-ci des ouvrages qui ne plaisent pas toujours au pouvoir en place, quelle que soit la coloration de ces pouvoirs. Roger Perfit, bonsoir. Eh bien, en un mot, peut-être pourriez-vous, pour introduire, nous dire pourquoi vous avez tardivement écrit sur De Gaulle, vous avez frôlé, comme vous le dites dans votre livre, un certain nombre de ses proches, de ses collaborateurs. Quel a été votre dessein, votre projet, et surtout, au fond, après cette fréquentation tardive et également posthume, avec le grand homme, ou l'ombre portée du grand homme, ce que vous pouvez nous en dire, ce qu'il s'en détache, ce qu'il s'en dégage. Roger Perfit, sur Radio Courtoisie. Merci. J'avais déjà eu l'occasion de parler de lui dans plusieurs de mes ouvrages, puisque beaucoup de ces ouvrages-là sont une chronique de la société contemporaine, et dans La fin des ambassades, il apparaissait naturellement, ainsi que dans mon livre Des Français, où j'avais fait des ratages vraiment très durs de lui, dont j'étais d'ailleurs un peu honteux, parce que je croyais que j'avais passé les bornes. Lorsqu'en effet une de mes lectrices m'a écrit « Monsieur, j'ai savouré votre page, votre chapitre sur De Gaulle, mais quand je vois que vous continuez de l'appeler le général de Gaulle, permettez-moi de vous dire que vous oubliez qu'il avait été rétrogradé au galon de colonel par le président Lebrun. » Alors,
cet éloge, qui n'était pas un à mes yeux, me montrait que j'avais écrit pour des gens qui avaient des opinions extrêmes qui n'étaient pas les miennes, lesquelles sont naturellement plus nuancées, comme se le doivent de l'être celles de l'ancien diplomate. Même si j'ai, dans beaucoup de mes livres, passé les bornes au sujet des gens dont je parle, notamment à propos du général de Gaulle. Si bien que ayant sur le cœur encore ces excès, j'avais fait amende honorable à sa mémoire dans mes propos secrets 2, publiés juste 10 ans après, en 81. Les Français, c'était en 71, oui. Et par conséquent, j'étais, pour ainsi dire, quitte envers lui. Mais il y eut l'année gaulienne, n'est-ce pas? L'année sainte, comme l'a dit plaisamment le journal de Rivarol. Et vraiment, cet excès de louange, n'est-ce pas, réveillant en moi des démons mal apaisés, qui étaient ceux de la vérité, et j'ai pensé qu'il y avait un livre à écrire à l'envers de tant d'éloges, mérités d'ailleurs en partie au moins à mes propres yeux, mais qu'il y avait des restrictions à faire et je savais bien des choses par le fait que mes relations qui peuvent se flatter de n'être pas celles de tout le monde, et ainsi et mes propres souvenirs, mes souvenirs de l'occupation, de la libération à laquelle j'ai assisté le 24 août, quand il a fait sa promenade, sa marche aux Champs-Élysées, où j'étais des Français qui l'applaudissaient. Tout cela m'obligeait, des souvenirs personnels aussi, plus ou moins drôlatiques, sur les gens que j'ai connus, comme ces Auburtins dont je parle. Monsieur Perfit, oui. Justement, il y a tout ce que nous savons sur De Gaulle, il y a la légende dorée de De Gaulle, et vous venez nous dire que vous nous donnez un De Gaulle un peu en creux. Il a laissé une empreinte, vous parcourez cette empreinte, l'empreinte est parfois aussi le négatif d'un positif, et vous avez apporté un certain nombre d'éléments. Alors on va peut-être envisager ces éléments que tous ne connaissent pas et qui n'appartiennent pas à la légende dorée. Vous démontez un certain nombre de lieux communs, de préjugés, d'idées reçues. Au fond, vous faites œuvre de révisionnisme historique, en quelque sorte. Exactement. Alors, par quoi pourrions-nous commencer, peut-être pour lancer sur... Le commencement, c'est-à-dire le 18 juin 1940. La date fatidique. La date fatidique. Alors, vous dites des choses horribles. C'est d'ailleurs là que commence mon livre. Vous dites des choses horribles. Oui, des choses horribles. 18 juin. Quand je dis que personne ne l'a jamais entendu. Quand je dis que, d'abord qu'on ne l'a jamais entendu, ça a été prouvé d'ailleurs depuis, puisqu'il y a un journaliste malin qui a trouvé, qui a découvert depuis, n'est-ce pas, que cet enregistrement qui a effectué en effet à 18h30 à la BBC n'a été diffusé qu'à 10h du soir, n'est-ce pas? Par conséquent, alors lorsque M. Giscard d'Estaing dit l'avoir entendu en buvant le thé. En buvant le thé avec son oncle, et Maurice Schumann l'a entendu plusieurs fois dans la journée. Enfin bref, par conséquent, c'est amusant. Doit avoir eu des hallucinations auditives. Oui, ça prouve que dès le départ, il y a la légende qui a été créée. Et quand on dit légende, c'est tout près, le mot de légende est tout près du mot mensonge. Mais ce qu'il y a justement de drôle, et je reprends l'expression de mon livre, que finalement De Gaulle a été un héros malgré lui, puisqu'il avait accepté de rentrer à Paris, lettre de quoi il était sommé par le général Végan, son supérieur hiérarchique, n'est-ce pas, et ministre de la guerre du maréchal Pétain. Et il était sur le point de rentrer, et il avait obtempéré en quelque sorte. Il avait obtempéré, et il y avait, je cite même le nom de l'officier qui avait été chargé de le conduire à Paris, n'est-ce pas, qui a fini la guerre avec le grade de lieutenant-colonel et qui était à ce moment-là capitaine, le capitaine Brantôme, comme un nom qui ressemble à celui de l'immortel auteur des Dames galantes, mais avec un H, n'est-ce pas, après le T. Et le colonel Brantôme avait d'ailleurs fait ces révélations-là au journal Rivarol en 81. Et ça a été publié, Maurice Gaït. Maurice Gaït. Nous rendons hommage à sa mémoire. Absolument. Ça a été publié au long et au large, et par conséquent, si c'était un faux, si c'était un mensonge, si c'était une contre-vérité, il y aurait eu tous les démentis possibles, à ce moment-là, de l'Institut général de Gaulle, etc., etc. Bien.
Par conséquent, je considère ça comme une vérité. J'aurais été très heureux, je l'avoue, il m'a manqué de pouvoir mettre la main sur le général, sur le lieutenant-colonel Brantôme. Mon éditeur a fait toutes les recherches du monde, en Amérique où il s'était retiré, et ensuite dans le département de l'Eure, où paraît-il, et il avait fini sa carrière, mais on a pu trouver, impossible de le retrouver. Autrement, c'est évidemment un élément de choix à présenter à une conférence de presse, n'est-ce pas? Voilà l'homme qui a failli... on lui a bouclé son avion, on avait siphonné l'essence, et De Gaulle, qui était prêt à repartir et donc à se rendre aux raisons de ses supérieurs, finalement s'est trouvé. Et les Anglais, n'ayant personne d'autre sous la main, ont bien dû faire avec un petit général par provision. Un petit général de brigade. Et il n'était général qu'à titre temporaire. Exactement. Et je sais bien qu'il y a un mot de Churchill, l'homme du destin, quand il a rencontré dans je ne sais plus quel château, là, d'Indre-et-Loire, mais tout ça, ce sont des mots, n'est-ce pas? Il s'accrochait à lui, mais il ne tenait pas du tout. Churchill, homme politique, aurait voulu qu'il y eût à la tête de la France des libres à Londres un homme politique, n'est-ce pas? Daladier, Mandel, Louis Marin, qui vous voulez, n'est-ce pas? Ducos, enfin, etc. Par conséquent... Donc De Gaulle est devenu De Gaulle par une sorte de hasard de l'histoire, mais c'était quand même un soldat glorieux qui était tombé dans le fort de Douaumont, il avait été fait prisonnier. Là aussi on dit qu'il s'était évanoui, d'autres qu'il avait été fait prisonnier. Là aussi, voyez-vous, il y a une étymologie curieuse et étrange. Je contre la version officielle de l'Institut Charles de Gaulle qui est il fut fait prisonnier. On le trouva évanoui dans une tranchée et il fut fait prisonnier, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit d'ailleurs un auditeur. Prisonnier à Verdun en 1916, il s'est en fait rendu, il ne s'est pas évanoui. Il s'est en fait rendu, exactement, il s'est rendu, puisque le lieutenant, je crois, Albrecht, le lieutenant allemand, qu'il avait arrêté à ce moment-là, en 1916, à Douaumont, a témoigné, n'est-ce pas? Il a dit, j'ai vu un grand diable qui n'en finissait pas, qui levait une perche ou un fusil, enfin, je sais pas quoi, où il y avait un mouchoir blanc, et je me suis avancé et je l'ai fait prisonnier, n'est-ce pas? Alors, De Gaulle était un soldat courageux. De Gaulle était un soldat courageux, mais qui n'aimait pas quand même les petites misères que lui faisait l'histoire. Alors, exactement. Une auditrice nous dit, au lieu de ressasser une perpétuelle rancune contre De Gaulle, vous feriez mieux d'inviter Jean-François Revel à propos de son regard démocratique. Et quand va-t-on l'inviter? Moi, j'invite Jean-François Revel s'il veut venir, mais en attendant, De Gaulle est toujours présent parmi nous, et si nous évoquons ces mannes, ce n'est quand même pas tout à fait par hasard, puisqu'il va y avoir encore des échéances électorales, et que combien d'hommes politiques, peu ou prou, volins se recommandent aujourd'hui du général de Gaulle. Alors on va peut-être, Alain Perfit, donner la parole aussi à vos co-invités. Si vous voulez, pardonnez-moi. Lapsus non révélateur. Redoutable, mais non révélateur. Donner la parole à vos co-invités, puisque nous venons donc de montrer que ça soit le soldat de Gaulle en 1916 ou le soldat de Gaulle, donc au moment de la défaite de la France face aux Allemands, il y a toujours un homme qui truque un petit peu son destin et qui sait, même s'il sait merveilleusement jouer. Pour ce qui est du capitaine c'est Henri-Christian Giraud. Il se trouve que je l'ai rencontré tout simplement parce qu'il est venu me voir après la parution du premier tome de mon ouvrage sur De Gaulle et les communistes. Et je dois dire qu'il m'a tenu le même discours qu'il avait tenu à M. Gaït, mais je ne connaissais pas le discours qu'il avait tenu à M. Gaït. Je l'ai su après, mais c'était terme pour terme exact. Pour ce qui est de l'appel... En effet, il semble bien, et je crois que Jean-Christophe Averti a trouvé les documents britanniques et suisses qui le prouvent indubitablement. Il semble bien que l'appel n'a été diffusé qu'à 22 heures, car il a fallu attendre le feu vert du cabinet de guerre britannique. Bien. Mais il y a encore autre chose qui me semble très important. L'important, c'est que ce texte... Cet appel a été enregistré par le service d'écoute suisse. Et le texte enregistré par le service d'écoute suisse n'est pas le même que le texte de l'appel que nous connaissons. L'appel officiel dit ceci. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Or, l'appel enregistré par le service d'écoute suisse dit « Le gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions pourrait cesser le combat.
Il a déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur, à la dignité, à l'indépendance de la France, la lutte devrait continuer. Les autres différences sont moins importantes et je ne les citerai pas pour ne pas embrouiller les esprits. Mais si l'on compare les deux textes que je viens de citer, ce qui saute aux yeux, vous en conviendrez, c'est que l'appel enregistré par le service d'écoute suisse, mais aussi reproduit le lendemain d'ailleurs par un certain nombre de journaux français dont le Petit Provençal et le Petit Marseillais, est nettement moins violent à l'égard du gouvernement de Bordeaux. Le ton est beaucoup plus mesuré. Le général de Gaulle va même jusqu'à évoquer l'honneur dont a fait état le maréchal Pétain dans son discours du 17 juin, annonçant aux Français qu'il s'est adressé à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec lui entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Voilà, ce qu'il faut retenir, à mon avis, de cette différence, c'est que dans l'esprit du général de Gaulle, à ce moment-là, la rupture avec Bordeaux ne semble pas encore totalement consommée. Et c'est pour ça que le témoignage de Brantôme est très intéressant, parce que 3 jours plus tard, il semble bien que le général de Gaulle veuille rentrer en France pour se mettre à la disposition des autorités militaires. Il a été en somme froidement Roger Perfit. Il a été en somme froidement accueilli à Londres. Et d'ailleurs, les termes que j'ai rapportés soigneusement des mémoires de la générale Speer, c'est pas qu'il a connu, puisque le général Speer est le général que Churchill avait mis aux côtés de Gaulle pour tout son séjour en Angleterre, n'est-ce pas, sont d'une dureté à cet égard extraordinaire, n'est-ce pas. Par conséquent, disant que son appel était d'ailleurs tombé dans le vague. Sauf pour M. Giscard d'Estaing qui prenait le thé à 22h le soir sous sa tonnelle. André Figaras. Oui, alors je ne suis pas du tout du même avis sur cette question. Parce que nous savons 2 choses. La première, qu'à Bordeaux, au moment où s'est constitué le gouvernement du maréchal, De Gaulle attendait en bas, au rez-de-chaussée, de savoir comment était constitué ce gouvernement et notamment s'il en ferait partie. Voilà. Or, il apprend que c'est Weygand qui est ministre de la Défense nationale. Et pour lui, ça prenait une tournure extrêmement désagréable. Car Churchill raconte dans ses mémoires qu'il a été absolument stupéfait et scandalisé, à Canger, je crois, De Gaulle étant à ce moment-là secrétaire d'État à la guerre, de voir la manière dont il a traité Weygand d'une manière absolument inadmissible. Il a traité Weygand comme le dernier des derniers. Par conséquent, Weygand devenant ministre et De Gaulle retournant à ses galons de colonel, puisqu'il n'était le général qu'à titre temporaire, il s'est dit, si je reste là, Weygand va me saquer. Oui. Par conséquent, il avait intérêt à partir. Et alors une autre chose que je veux dire, c'est que je crois que personne n'y a fait grande attention, mais ça m'a frappé en comparant des textes. Il semble bien que cet appel, qu'il soit du 18 juin ou du 19, de 18h ou de 22h, il a été au moins en grande partie inspiré par Henri de Kérillis. Car on trouve des phrases qui sont manifestement de Kérillis. Ça, je crois qu'on l'a peu dit, mais ça me paraît à peu près certain. Donc, André Figueras, vous contestez le témoignage de Brantôme? Oui, je n'ai pas rencontré ce Brantôme, je ne sais pas quels sont... Oui, mais vous savez... Il était capitaine de la mission de l'air française. C'est ce que j'ai dit en commencement d'un de mes bouquins. Je ne suis pas de l'avis de Pascal. Même les témoins qui se font égorger se trompent quelquefois. Bon, je ne dis pas si c'est le cas, je n'ai pas d'éléments catégoriques, mais enfin, ça me paraît curieux. Ça me paraît curieux que, d'abord, De Gaulle, l'homme du destin, oui, Churchill le lui a dit, mais il y a longtemps qu'il le pensait de soi-même. Il y a longtemps que De Gaulle savait ou exigeait de lui-même qu'il eût un rôle extraordinaire. Bon, ce rôle extraordinaire, il ne l'aurait pas s'il rentrait en France. C'était l'occasion que le destin lui offrait d'être là l'homme qui, du dehors, galvanisait le pays. Messieurs, je vous propose une méthode de travail, parce que, hélas, le temps court, et court au triple galop. Il ne faut pas que nous nous arrêtions trop longtemps que pour essayer de parcourir très vite à la fois la personnalité du
général de Gaulle, son œuvre, sa non-œuvre, savoir ce qu'il a été réellement, sortir et de ne pas nous arrêter à des points de détail qui intéressent certes les spécialistes, mais qui là effectivement peuvent apparaître pour certains de nos auditeurs comme du ressassage de l'histoire. Mais là, il s'agit de tirer un bilan global, de montrer aussi, Roger Perfit, ce que votre livre apporte par rapport à l'extraordinairement nombreuse littérature. Je crois que De Gaulle est presque au bord d'être canonisé, tant on a écrit sur lui. 900 volumes. 900 volumes, donc de montrer ce que vous avez, coiffant cet édifice, apporté de plus. Sur cet édifice de tête coupée, peut-être pourrions-nous appeler à la prière. Alors, Monsieur Albert Mathieu, justement, nous avons déjà montré que De Gaulle, c'est un homme qui sait jouer avec son destin, qui a une personnalité particulière. Peut-être pourriez-vous nous introduire un peu un portrait, très rapidement, nous brosser un portrait psychologique de l'homme, à travers son ambition et la façon dont il se joue ou se défile dans son destin. Moi, je situe De Gaulle sur un plan tout à fait différent. Je crois que la carrière de De Gaulle est basée sur le désir du pouvoir, l'amour du pouvoir, et sur cette espèce d'antagonisme qu'il a dressé depuis très longtemps d'ailleurs contre le maréchal Pétain. Le général de Gaulle, vous le savez, a été secrétaire de Pétain. Et à l'occasion, le maréchal Pétain lui avait demandé de collecter certains renseignements pour écrire un ouvrage. De Gaulle, paraît-il, s'en est servi pour écrire son propre ouvrage, que je d'ailleurs conteste parce que le général de Gaulle parle des chars, on en a beaucoup parlé, moi je suis aviateur, et en ce qui concerne les chars sans l'aviation ne servent absolument à rien. Nous l'avons vu lors de l'attaque de Sedan. Ce sont les Stuka, ce sont les bombardiers lourds qui sont arrivés après, et enfin les chars arrivent. Nous l'avons vu également lors de la bataille de Normandie, à Caen, où se trouvait une division, une des plus fameuses d'Hitler, et il y avait 400 chars qui ont été complètement cloués sur place par l'aviation. Donc, je dis qu'il y a un antagonisme terrible. De Gaulle devait de la reconnaissance au maréchal Pétain, parce que Pétain l'avait suivi, Pétain lui avait rendu de grands services. Déjà en 1928 et en 1929, De Gaulle a eu sur les bras une sale affaire, comme le disait le maréchal Pétain lui-même, c'est-à-dire qu'il commandait le 19 bataillon de chasseurs alpins qui était stationné à Trèves, et à cet hiver-là, il y a eu une épidémie de grippe. Et tous les chasseurs se faisaient affecter ailleurs parce que l'hiver était trop froid. Et De Gaulle avait fait passer un ordre en disant que le premier chasseur qui se ferait affecter serait sanctionné. Le jour même où il a fait passer l'ordre, un chasseur a demandé, un ordre du ministre est arrivé, un télégramme. De Gaulle a fait passer le soldat 15 jours de prison. Immédiatement, le parlementaire qui avait pistonné le soldat est intervenu et De Gaulle a été convoqué devant le général Guillaumat, qui commandait à ce moment-là l'armée du Rhin, et lui a dit c'est une affaire extrêmement grave, au minimum 60 jours d'arrêt de rigueur et probablement la suspension. Et De Gaulle a sauté dans le train, a été voir Pétain, qui à ce moment-là était, on le sait, un poste extrêmement important, et a été voir Painlevé, permis à Pétain de classer l'affaire De Gaulle. Bon. Il y a eu cette affaire. Il y a eu toute la carrière de Gaulle suivie par Pétain. Alors vous avez d'un côté un colonel inconnu, il était inconnu, et de l'autre côté un maréchal couvert de gloire, qui était ambassadeur en Espagne, cet homme avait tout, il avait tous les honneurs. Donc De Gaulle, je pense, l'enviait beaucoup. Il l'enviait beaucoup, et... Vous avez un tempérament jaloux. Je crois, puisque cet acharnement qu'il a mis à détruire Pétain vient probablement
Alors, monsieur Mathieu, une auditrice, pardonnez-moi, parce que ce que nous dit est passionnant, mais une auditrice nous dit, veuillez citer, s'il vous plaît, quelqu'un d'aussi intègre que le général de Gaulle, qui aurait fait quelque chose au moment où la France était au plus bas. Mais je crois, j'ai l'impression que vous êtes en train de parler du maréchal Pétain. Je crois que le maréchal Pétain a fait quelque chose pour la France au moment où elle était au plus bas. Exactement. Roger Perfit. C'est mon avis le plus profond. C'est bien pour ça qu'il y a bien des choses à contester dans la gloire du général de Gaulle et dans l'action qu'il a eue en France. Il n'est pas question du rôle qu'il a joué à Londres, n'est-ce pas, mais à Paris, et il y avait à Paris, enfin à Vichy ensuite, il y avait quelqu'un qui défendait les intérêts des Français, et qui était le maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain, je crois, était un homme, selon la définition de cette auditrice, d'une intégrité au-dessus de tout soupçon. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, oui, absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de gaullistes sont devenus anti-gaullistes à la Libération, écœurés, je crois que M. Figueras c'est un de ceux-là, écœurés par la férocité du général de Gaulle à l'égard de son ancien chef. Alors, pour vous dire à quel point nous sommes... Jusqu'au point, excusez-moi, c'est un détail qui Sorny m'a raconté, n'est-ce pas, jusqu'au point qu'il a fallu 2 ans pour obtenir que le maréchal Pétain eût à l'Île-d'Yeu un fauteuil. 2 ans, oui, mais nous allons peut-être revenir sur ces conditions de détention qui lui ont été imposées, entre autres par le général de Gaulle. Oui. Alors, pour vous dire à quel point nous sommes écoutés, c'est que la femme du capitaine Brantôme vient d'appeler. Et monsieur Roger Perfit, si vous souhaitez, elle le rappellera tout à l'heure, donc à partir de 19h30 lorsque cette émission c'est la rencontre que je vous dois, parce que je souhaitais le plus avoir. Eh bien, elle vous rappellera, et donc, monsieur Perfit, vous avez maintenant le contact avec la femme du capitaine Brantôme. Bravo. Alors, que peut-on dire? Donc, De Gaulle, certains de nos auditeurs, là, sont peut-être un peu sévères, disent qu'il a déserté en 1916. Il n'a pas déserté, il a été fait prisonnier. Peut-être pas dans les conditions possibles. Il a très bien combattu, c'était un soldat d'élite. D'où l'amitié, d'ailleurs, que lui avouait le maréchal Pétain. A-t-il déserté? Il n'a certainement pas déserté en 1940, puisqu'il était prêt à obtempérer aux ordres. Ceci étant dit, une cour martiale s'est réunie à 2 reprises, je crois à Riom, si je ne me trompe, à 2 reprises, avec des officiers supérieurs désignés par le maréchal de Lattre de Tassigny, qui n'était pas encore allié au général de Gaulle, et il a été condamné à mort. Alors, monsieur Perfit, si vous me permettez, je vais citer l'arrêt de cette cour martiale. Le général de Gaulle fut jugé coupable de trahison, je cite votre livre, pour avoir entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, en l'espèce l'Angleterre, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la France et de lui avoir fourni les moyens en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, ou de toute autre manière, notamment en prononçant des allocutions radiodiffusées de nature à provoquer des actes d'hostilité de l'Angleterre contre la flotte et les ports français, et à inciter en même temps les forces françaises à la désobéissance. De Gaulle était condamné à mort, mais il faut dire qu'entre-temps, je crois, il y avait eu Marcel Kébir. Exactement, c'est ce que Alors, si vous voulez raconter ce qu'a été Marcel Kébir et les conditions dans lesquelles... Effrayant, que notre ancien allié, l'Angleterre, n'est-ce pas, qui bombarde la flotte française embossée à Merzel-Kébir, et envoie d'ailleurs des affectations. Je crois qu'on est en train de la désarmer, parce que c'était pour l'application des conditions de l'armistice, n'est-ce pas? Alors, De Gaulle a-t-il une responsabilité quelconque dans cette affaire? Évidente. D'ailleurs, quand ensuite il s'est plaint auprès du général Speer, n'est-ce pas, de cet acte, car évidemment il a été le premier ulcéré, bouleversé, n'est-ce pas? Le général Speer a dit, mais vous n'avez cessé de nous dire que le maréchal Pétain allait finir par livrer la flotte aux Alliés, n'est-ce pas? Aux Allemands. Et au lieu que c'était une des conditions essentielles de l'armistice, que cette flotte serait démobilisée dans des ports éloignés de la France. Henri-Christian Giraud, sur cet épisode, et ensuite... Non, bien sûr, Marcel Kébir, rien de précis à dire. Sinon, en effet... peut-être le bilan aussi, les casualties, comme diraient les Britanniques, le nombre de morts, de blessés, le fait que les Britanniques aient tiré ensuite sur des convois sanitaires. Il s'élève à plus de 1600 morts. Oui, 1600 morts, c'est ça, c'est comme ça. Le chiffre dans mon livre, évidemment. Et une radicalisation de l'armée d'Afrique, évidemment, contre les gaullistes de Londres. Donc des propos irresponsables de Gaulle auprès de l'amirauté et des forces royales britanniques, a réussi à convaincre les Britanniques que la flotte risquait de passer sous contrôle allemand, alors que les Allemands avaient
admis à Montoire, C'est ça. avait admis à Montoire que ces forces, en aucun cas, ne seraient, que les Allemands n'y toucheraient pas, sauf à ce qu'elles se sabordent s'il y avait tentative. Absolument. Ce qui s'est d'ailleurs passé à Toulon. Absolument. Ce qui s'est passé à Toulon. Le sang des marins, des marins de Merzalski-Kibir est le premier sang que le général de Gaulle ait eu sur les mains. Après, ne parlons pas du sang de la Et les libération. Anglais ont fait preuve là aussi Oui. d'une certaine absence d'état d'âme, puisque je crois qu'ils ont absolument. ensuite, dès le lendemain matin également, tiré sur des convois sanitaires français. Je crois Monsieur Albert Mathieu. Non, mais je crois que ce qui est important, c'est de parler du De Gaulle au pouvoir. Parce que De Gaulle au pouvoir, ça a entraîné des conséquences extrêmement importantes et extrêmement graves pour la France, dont elle subit actuellement les conséquences. Par conséquent, De Gaulle est arrivé au pouvoir. Vous savez très bien que les Américains n'étaient pas d'accord. Ils ont dit qu'il fallait que les Français votent. Et alors, ils ont cédé lorsqu'ils ont vu De Gaulle descendre des Champs-Élysées, etc. C'est ça. De Gaulle s'est littéralement imposé à la France. Absolument. Parce que quelques jours avant, il suffisait d'être à Paris pour savoir que tout le monde applaudissait le maréchal Pétain. Oui. Bon, si bien qu'il y a un gaulliste qui a fait la réflexion, mais enfin la France a combien d'habitants a-t-elle? Parce qu'on dit qu'il y en avait tant de milliers pour Pétain il y a 8 jours, et il y a autant de... etc. Mais Monsieur Mathieu, il faudra donner peut-être, pardonnez-moi, je vous coupe, mais je Je vous vous rends en immédiatement la parole, donner vous en des prie. faits, parce que autant un certain nombre d'auditeurs ou d'auditrices nous disent que l'émission est magnifique, nous remercient d'avoir invité Roger Perfit, d'avoir invité André Figueras, d'avoir invité Henri-Christian Giraud et vous-même, Monsieur Albert Mathieu, mais d'autres, au contraire, une auditrice nous dit c'est lamentable de baver sur le général de Gaulle, il était encore plus grand mort que vivant. Une autre Ça auditrice avait nous dit... déjà été dit pour un Oui, autre. c'est déjà Mais enfin, c'est ça. Nous dit une autre auditrice, nous Au dit, château ne de Blois. démolissons pas trop de Gaulle, car Mitterrand et les socialistes s'en réjouiront beaucoup. Ne faisons pas leur jeu dans cette période actuelle, si dramatique pour la France. C'est vrai qu'elle l'est, Oui. mais je crois qu'aujourd'hui, après tout, Monsieur Mitterrand exerce bien et est tout à fait à l'aise dans les institutions installées par le général de Gaulle. Un auditeur, le général de Gaulle, a tout de même, malgré sa haine pour le maréchal Pétain, commué sa peine de mort en peine de prison à perpétuité. Alors, Oui, Monsieur enfin, Mathieu... il est quand même mort à l'âge que l'on scelle en prison. Voilà, alors faut Il y pas aurait été exagérer. une révolution. Il ne faut tout de même pas exagérer. Le maréchal Pétain est mort, encore maintenant, on refuse que ses cendres soient transférées à... Monsieur Mathieu, Berlin. dites-nous dans quelles exagérer. conditions était détenu le maréchal Pétain, quel âge il avait pour les jeunes générations qui l'ignorent, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans les programmes de Monsieur Jospin, on fait 3 fois la Révolution au cours de son cycle secondaire et 4 fois la Première Guerre mondiale. Mais en fait, c'est toujours vu sous le même angle et selon, encore une fois, une histoire qui aurait nettement besoin d'être révisée. Oui, mais enfin, moi j'ai assisté au procès du maréchal Pétain, puisque j'avais un frère qui était procureur général. Ce qui m'a surpris d'abord, c'est le président du tribunal, M. Mornay. M. Mornay avait demandé à Pétain de présider le tribunal de Riom. Et Pétain, connaissant les excès de Mornay, lui avait refusé. Or, Mornay, pour se venger, s'est retourné vers les communistes, qui se sont fait un plaisir de dire « prenez Mornay pour juger Pétain ». Pétain était condamné d'avance. Enfin, alors moi je trouve que c'est une des hontes de la justice française, c'est d'avoir condamné cet homme sans lequel, où serait la France? J'entends souvent dire que l'armistice est une honte, etc. Moi, j'étais pilote de chasse. J'ai fait la guerre. Et je me suis trouvé, 2 jours après l'armistice, descendu par un pilote italien. Bon. Pour ceux qui voyaient la France du ciel, on ne pouvait plus circuler. Vous aviez les armées en déroute, vous connaissez l'Exode. Que fallait-il faire? Continuer la guerre? Avec quoi? Les officiers ne savaient pas où étaient leurs troupes et les troupes ne savaient pas où étaient leurs officiers. Je me suis rendu, après avoir subi pas mal de déboires, à Agen, où se trouvait l'état-major. J'ai vu l'état-major, j'ai vu des officiers qui étaient en costume blanc, assis à la terrasse des cafés. Et quand nous sommes arrivés, on paraissait des hommes complètement... d'où sortons-nous? D'où sortez-vous? On est tranquille au soleil. Enfin, bon. Avec le Pastaga. Non, ça se passait très bien pour eux. Alors, je crois que l'armistice était indispensable. Bon, maintenant, De Gaulle en Mais De Gaulle était contre l'armistice. Oui, mais non, De Gaulle a parlé d'abord de reddition.
Qui est un terme militaire, comme le alors souligne c'est M. faux, Perfit. il n'y a jamais eu de reddition. C'est tout à fait différent. Alors, en parlant de reddition, ça secoue quand même, et ça pouvait attirer quelques officiers qui n'étaient pas au courant. De la 4 roues, par exemple. Exactement, vous comprenez, parce que la reddition, c'est tout à fait, c'est l'honneur militaire, c'est tout à fait différent. Absolument. C'est tout à fait différent. Alors, le général de Gaulle est parti, vous le savez, en mission envoyée par Paul Reynaud, en Angleterre, pour demander l'ultime soutien de l'Angleterre. On avait besoin d'avions. Oui, il n'a pas rallié l'Angleterre de son propre alors, chef. je dans un me pose mouvement, la question, et je ne magnifique. suis pas le seul. Est-ce que le général de Gaulle était bien le diplomate qu'il fallait envoyer à Churchill? Parce qu'en fait, sa mission a échoué. Est-ce que c'était vraiment le diplomate? Parce que le général de Gaulle était assez cassant. Comment a-t-il posé la question à Churchill? Il est revenu de toute façon les mains vides. Alors, je crois qu'il faudrait tout de même que nous parlions, que nous allions un peu plus vite. Si vous Oui, pas mais très inconvénient, volontiers, parce très volontiers. Il nous reste une heure à peine. Oui, maintenant. mais c'est surtout De Gaulle au pouvoir. De Gaulle au pouvoir. On pourra dire à sa décharge, pardonnez-moi, Monsieur Mathieu, que De Gaulle a, juste au lendemain de la guerre, a quitté très rapidement le pouvoir. Il n'a quasiment pas exercé, et De Gaulle n'y est revenu qu'en 1958. Oui, mais il y a eu, il faut quand même, Et qu'en fait, chronologiquement, n'est-ce pas? Vous avez eu ce discours de Brazzaville. Ce discours de Brazzaville se résumait quelle date à quoi? Pour nos auditeurs. 42. André Figueras. 42. 42, oui. Bon. Le discours de Brazzaville, c'était quoi exactement, si le résumé? Aidez-moi et je vous donnerai l'indépendance. Tout le reste, c'était des fleurs. Donc il annonçait déjà la décolonisation. C'était ça, exactement. Aidez-moi à sauver la France et je vous libérerai. Or, le général de Gaulle, qui n'a jamais été un officier ayant fait les colonies, connaissait mal les colonies françaises. Parce que moi, j'en sortais. Or, les Français d'outre-mer se seraient fait tuer pour la mère patrie parce qu'ils l'adoraient. Et on n'avait pas besoin de leur dire, on va vous donner l'indépendance. Et quelle indépendance? Je vous le demande, puisqu'aujourd'hui, tous ces territoires qui ont été, paraît-il, libérés, tous les ressortissants de ces territoires sont actuellement chez nous. Et on voit dans quelle misère se trouvent nos anciennes colonies. Bon, avant donc de signer ou de ne pas signer les accords d'Évian en 1962, De Gaulle, par le discours de Brazzaville en 1942, Il a bradé les colonies. avait donc déjà bradé, Mais naturellement. avait déjà annoncé le bradage des colonies. Naturellement, et je trouve ça d'autant plus grave parce que De Gaulle a créé une espèce de psychose dans le monde entier. Avec cette histoire de libérer les peuples, chaque peuple, même en dehors des colonies, des territoires d'outre-mer, chaque peuple s'est dit, mais après tout, il faut qu'on soit libéré. Et ça a créé un mouvement dans le monde entier qui fait que, à l'heure actuelle, vous avez une espèce de... Ce n'est pas un cataclysme, mais le monde entier est complètement déboussolé, déréglé à cause de cela. Alors, des réactions d'auditeurs, Monsieur Mathieu, cette émission est ahurissante, elle ne fait aucun bien à la France, et ni aux Français. Monsieur Le Hideux a dit qu'il fallait mettre un terme aux ces querelles entre Français. C'est une émission qui ne fait pas de bien ni à la France ni aux Français. On ne devrait pas évoquer ces aspects. C'est de l'histoire. Oui, alors que Il tous faut les tout de même que les jeunes connaissent l'histoire. Pendant 50 ans, on a raconté des histoires aux gens. Oui, exactement. On leur a menti. C'est tout. Par conséquent, il faut que les Français connaissent maintenant la vérité. André Figueras. Oui, alors à propos de mensonges, il y a une chose indispensable à dire, c'est que toute la carrière de De Gaulle a été fondée sur le mensonge. Exactement. Je vais vous donner deux exemples. L'un m'a été raconté par le général Lecomte, qui vit toujours, et qui était le bras droit de Koenig. Et il tenait l'anecdote de Koenig. Et pour les jeunes générations, qui était le maréchal Koenig? Le maréchal Koenig a été l'homme qui a commandé à Bir Hakeim, et qui ensuite a été à la tête des FFI à la Libération. Et Koenig lui racontait ceci: De Gaulle, en décembre 1944, est allé à Moscou, une fois de plus, et dans ses mémoires, il dit « Staline m'a dit, je vais vous rendre Thorez, c'est un bon Français et je pense que vous saurez l'utiliser. » Or, en arrivant de Moscou, il s'est rendu dans les Vosges auprès des officiers de la 1e ou de la 5e armée, je ne sais plus laquelle des deux, puisque nous en avions deux, et il leur a raconté au cours de la veillée de Noël ce que Staline lui avait dit.
Et Staline lui avait dit, je vais vous rendre Thorez, tout ce que je vous demande, c'est d'attendre 3 mois avant de le fusiller. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, un second exemple, moi je voyais le général de Gaulle, j'étais reçu par lui 2 ou 3 fois par an avant son retour au pouvoir en 58, parce que j'étais encore un ardent gaulliste, il faut que j'en fasse ma confession, et je l'étais tellement que c'était moi qui rédigeais et qui signais l'éditorial du bulletin de liaison du RPF. Et donc, quand je voyais De Gaulle, eh bien, De Gaulle me disait des choses qu'il m'était agréable d'entendre, et notamment en ce qui concernait l'Algérie, il me disait qu'il fallait conserver l'Algérie. Et un jour, que je venais de le rencontrer de la sorte tout récemment, je croise Maurice Clavel, qui lui avait des opinions différentes, mais qui était un peu farfelu, mais qui était un homme sincère, et qui me dit, tu sais, je suis très content, le général m'a dit qu'il était pour l'indépendance de l'Algérie. À chacun de ses visiteurs, avant 58, il racontait ce que ce visiteur désirait entendre, de sorte que lorsqu'il y a eu le coup d'Alger, où la Gaillarde n'était pas un agent gaulliste, comme vous l'avez écrit, M. Perfit, ça c'est une erreur. La Gaillarde a fait une opération tout à fait autonome. Mais lorsqu'il y a eu le coup d'Alger, tout le monde en France, de la gauche à la droite, s'est dit De Gaulle est notre homme, puisque, vous savez, c'est l'histoire de Don Juan avec les 2 paysannes. À chacune, il dit que c'est elle qu'il aime. Eh bien, De Gaulle disait à tous ses visiteurs qu'il les aimait. Et par conséquent, quand il y a eu le coup d'Alger, tout le monde s'est dit, De Gaulle est l'homme de la situation. Les uns se sont dit, il va garder l'Algérie française, et les autres se sont dit, il va libérer l'Algérie. Il va rendre l'Algérie indépendante. Et voilà comment, par le constant mensonge, il est revenu au pouvoir. Bien, alors... bien ou plutôt mal, tout à fait de votre avis. Un auditeur, nous sommes sur Radio Courtoisie, se déclare scandalisé par cette émission qu'il considère être comme particulièrement partisane. Et que le sang versé, c'est très mal écrit, pardonnez-moi, le sang versé donc par le général de Gaulle a été au profit de la France, mais j'ai du mal à lire parce que c'était fort mal écrit. Mais donc, bref, l'émission est scandaleuse. Ceci étant dit, nous avons dit qu'un discours qui est un fait historique annonçait déjà l'indépendance de la France. Donc la France avait encore besoin de son empire, mais c'était pour mieux, je ne dirais pas l'abandonner, à cette époque-là ça ne pouvait pas apparaître comme un abandon, mais il était prévu donc d'émanciper, d'élargir ceux qui auraient aidé à la reconquête du territoire national. Alors j'aimerais peut-être qu'on revienne sur des points, puisque plusieurs auditeurs y font allusion, sur des accords, mais là nous n'avons pas de faits précis, qui auraient été plus ou moins conclus entre De Gaulle et la puissance américaine, justement sur ces abandons de souveraineté à l'égard de certaines parties de l'Empire. Enfin, justement, à la conférence d'Anfa. Voilà, alors, Roger Perfit. Ça, c'est bien ça. C'est prouvé, enfin, par les documents américains, n'est-ce pas, que Roosevelt avait exigé de Gaulle à la conférence d'Anfa, après le débarquement au Maroc, en face d'une ville marocaine, que l'indépendance serait donnée aux colonies françaises, notamment à l'Algérie et au Maroc et à la Tunisie, avant 20 ans. Et justement, le général Giraud, dont le petit-fils est ici présent, s'est levé indigné de cette séance en refusant de continuer d'y assister. Oui. Par conséquent, voilà un fait, alors, je dirais, historique. Monsieur Albert Mathieu. Mais enfin, ça me paraît ahurissant que De Gaulle ait simplement obéi aux directives de Roosevelt pour abandonner les colonies. Et c'était pas dans le tempérament de Gaulle. Et si De Gaulle n'avait pas voulu brader les colonies, il aurait envoyé promener Roosevelt comme il le faisait tout le temps. Oui, oui. Je suis de votre avis. C'est parce qu'il avait dans sa tête d'abandonner les colonies, parce que je vous dis que c'était pas un officier qui connaissait les colonies. Je vous pose également la question, messieurs, de savoir s'il n'y a pas eu une surenchère. À cette époque-là, les États-Unis soutenaient encore le maréchal Pétain, hésitaient dans leur politique, et il y a eu le jeu de l'Angleterre qui tendait au contraire à isoler le gouvernement de Vichy. Et qu'à ce moment-là, De Gaulle ait pu faire de la surenchère je crois vis-à-vis à l'égard de Vichy. Cette lettre extraordinaire à la veille du débarquement allié en Afrique du Nord, cette lettre extraordinaire de Roosevelt au maréchal Pétain, Monsieur le maréchal.
n'est-ce pas? C'est-à-dire en l'avertissant avec toute la déférence possible de cette opération, qui ne s'est pas soucié un instant de l'avertir le général de Gaulle, n'est-ce pas? Ce sont des choses inouïes que cela, et qu'ignorent la plupart des Français, puisqu'il y a une intoxication, n'est-ce pas, en l'honneur de Gaulle. Intoxication à laquelle je suis le premier à participer, puisqu'il a rendu des services à la France. Mais justement, il ne faut pas les exagérer, ces services-là. Alors, un auditeur... Est-ce que je peux placer une anecdote que je tiens de la meilleure source, alors je pense qu'elle est vraie. Quand De Gaulle a rejoint l'Afrique du Nord en mai 1943, il a quitté Londres pour s'installer à Alger. Et Churchill, qui était excédé de De Gaulle, a envoyé un télégramme secret à Vichy pour donner le plan de vol de l'avion de De Gaulle. Et l'amiral Platon est entré dans le bureau du maréchal avec le télégramme en disant « Monsieur le maréchal, nous le tenons ». Et le maréchal lui a répondu « Malheureux, ne faites pas ça. Je compte quand même sur cet homme pour faire l'union des Français ». Alors, ça vous montre la différence de mentalité. André Figueras, nous sommes sur Radio Courtoisie. Cette histoire. Roger Perfit vient de dire que cette histoire était magnifique. D'ailleurs, de très nombreux auditeurs nous trouvent cette émission tout à fait formidable, car pour la première fois, il y a des choses qui n'ont jamais été dites à une antenne. Par contre, un autre son de cloche, tout à fait à l'opposé, nous dit que les intervenants trouvent que le procès du maréchal Pétain a été inique. Or, le procès qui est fait ce soir au général de Gaulle est ignoble, car il n'y a que des accusateurs, dont la plupart sont d'entrée de jeu à récuser. Donc la plupart, j'imagine tous, puisque quand il serait... Bon, alors, bien nous allons essayer de prouver à cet auditeur et aux auditrices qui nous ont envoyé ce genre de message, nous ne pouvons pas les convaincre, nous ne cherchons pas à convaincre à sens inverse des personnes qui sont déjà convaincues, mais leur montrer qu'il faut peut-être réfléchir et que l'histoire n'est pas aussi dorée que la légende veut bien nous le promettre, nous l'avancer. Dans le même ordre d'idée, de nombreux messages nous parviennent de dire qu'en parallèle de l'intention claire aujourd'hui, le discours de Brazzaville en est un témoignage, et je crois un témoignage incontournable, de l'intention de De Gaulle ultérieurement de monnayer l'aide de l'Empire en échange de son indépendance, qui viendra 30 ans plus tard. Il y aurait eu des accords, là les choses sont peut-être moins nettes, moins établies, des accords avec la puissance communiste, et Henri Christian Giraud, je l'ai dit tout à l'heure, a publié 2 livres, De Gaulle et les communistes, tome 1 l'Alliance, tome 2 le piège, qui tendraient à prouver, je dis bien qui tendraient à prouver, les preuves ne sont peut-être pas irrécusables, mais qu'il y avait eu un certain nombre d'accords passés entre De Gaulle donc et les... À sa manière, c'est-à-dire en demandant 2 choses. La première, c'était la réintégration du Parti communiste français dans la communauté nationale. Le Parti communiste français avait été dissous par Daladier pour mener subversive quelque temps auparavant, quelque temps avant la guerre. Et la deuxième exigence de Staline a été que De Gaulle œuvre dans le sens d'une ouverture du second front le plus à l'ouest possible, c'est-à-dire en Normandie, et non pas dans la plaine du Danube, comme le voulaient et Churchill et Giraud. Et je pense que le conflit Giraud-de Gaulle, sans que Giraud en ait eu conscience, trouve son explication précisément dans cette opposition sur le lieu d'ouverture du second front. Car il y a une phrase de Gaulle qui est terrible, le 4 décembre 1942, c'est-à-dire pratiquement un peu plus d'1 mois après le débarquement en AFN, le débarquement allié en AFN. De Gaulle, furieux, va voir Ivan Maïski, ambassadeur soviétique à Londres, et lui dit textuellement, et cette phrase figure dans les archives françaises, donc on ne peut pas la contester. Dans le livre de M. Perfit. Il lui dit j'espère que les Russes seront à Berlin avant les Américains. Alors, il fallait, pour laisser les Russes arriver à Berlin avant les Américains, il fallait promouvoir l'idée d'une ouverture du second front le plus à l'ouest possible, et non pas dans la plaine du Danube, comme le voulaient encore, comme je le répète, Giraud et Churchill. On va dans Henri Christian Giraud, mais quel a été clairement donc le prix à payer ultérieurement pour les services rendus, et quels ont été les avantages qu'a pu en tirer De Gaulle dans sa conquête du pouvoir, aussi bien immédiatement après-guerre qu'ultérieurement en 1958. Je crois que De Gaulle en a retiré d'abord et surtout
le soutien du Parti communiste français. On ignore, mais on le trouve dans les lettres, notes et carnets publiées par l'amiral de Gaulle d'ailleurs, la lettre du 10 février 1943 au comité central du Parti communiste français. Cette lettre, jamais de Gaulle n'en parle dans ses mémoires, mais elle figure dans ses archives puisque c'est son propre fils, l'amiral, qui l'a publiée. C'est une lettre qui blanchit moralement le Parti communiste, qui le blanchit, en faisant un des éléments de la communauté française, communauté dont le Parti communiste s'était exclu par ses actions subversives, sabotage dans les usines de guerre, sabotage des avions, etc., quelque temps auparavant. Mais on a dit, Henri Christian Giraud, que là, c'est une vision peut-être un peu conspirationniste de l'histoire, et De Gaulle, même s'il était roué, rusé, n'était peut-être pas aussi machiavélien, et que le retour de Maurice Thorez, qui pourtant, lui, avait réellement déserté le front et l'armée française et la France tout court, a été la mesure de grâce entre guillemets, prise pour calmer le jeu du côté des communistes, mais qu'il n'y avait rien eu d'autre à part cela, à part justement ce retour en grâce de Maurice Thorez et c'est l'oubli. Ce retour en grâce de Maurice Thorez, si c'est le cadeau que De Gaulle fait en échange de la dissolution ou de l'autodissolution des milices patriotiques d'origine communiste, qui faisaient régner un climat de terreur sur la France. Roger Perfit, sur ce point. Je me contente de confirmer, si besoin est, cette déclaration de M. Christian Giraud et de M. Rousselet. C'est qu'en effet, c'est le général de Gaulle. C'est l'explication d'ailleurs que de Gaulle a donnée à des amis à moi qu'il touchait de près, puis notamment ce fameux capitaine qui était le frère d'une dame qui habitait le même immeuble que moi, avenue Hoche, dont j'ai parlé, le lieutenant Foll, n'est-ce pas, FAUL, qui était auprès de Gaulle et qui lui a dit: mais pourquoi avez-vous repris les communistes dans votre gouvernement? Avez-vous pris les communistes dans votre gouvernement? Il fallait faire marcher les trains, et puis il fallait dissoudre les milices communistes, n'est-ce pas? Il est très préoccupé par ça, parce qu'il craignait un véritable coup de force des communistes. Henri Christian Giraud, sur Radio Proposée. Il y a eu quand même 5 ministres communistes, dont un ministre d'État nommé au gouvernement, au second gouvernement. Et pas rien. L'entrée des communistes au gouvernement s'est payée de l'exclusion pratiquement totale de tous les hommes de la résistance intérieure non communiste. C'est ça. Alors, en fait, De Gaulle, là, c'est l'homme d'une autre génération. Je suis la même génération qu'Henri Christian Giraud. De Gaulle a normalisé les communistes. Il les a, en quelque sorte, aujourd'hui on utiliserait un mot à propos de l'argent sale de la drogue, il les a blanchis. De la même façon, il a blanchi, il a crédité, il a couvert du voile, du manteau de Noé, mais également de l'autorité de l'État, tous les mensonges du parti des 70 000 ou des 80 000 fusillés. Toute la légende également, là aussi, qui aurait dû être sanglante et qui est devenue dorée des communistes. Les communistes ont fait partie du paysage et ainsi sont entrés comme dans du beurre dans notre société, puisqu'ils faisaient partie ils avaient été normalisés au sens vrai du terme, ils étaient rentrés, ils n'étaient plus les ennemis de classe, les ennemis de la société, ce n'étaient plus les révolutionnaires qui visaient à instaurer la dictature du prolétariat. Au fond, c'était des gens peut-être un peu plus généreux, un peu plus enthousiastes que les autres et qui voulaient peut-être recourir à des mesures un peu plus radicales. Mais là, en ce sens, De Gaulle a fait psychologiquement, moralement, sémantiquement un mal considérable. Oui, Albert Mathieu. J'ai beaucoup de mal à comprendre que le général de Gaulle, grande figure de l'histoire, grand vainqueur des Allemands, puisque c'est la résistance et le général de Gaulle qui ont sauvé la France, les Américains n'y étant pour rien absolument, ait pu avoir dans son gouvernement Maurice Thorez, soldat déserteur communiste. Ça, c'est une chose, on peut me dire, vous venez de dire, M. Giraud, tout à l'heure, que c'était un cadeau communiste. Dans le tempérament de Gaulle. C'était un prix à payer pour avoir la paix civile. Oui, mais De Gaulle ne payait pas de prix. Comment a-t-il pu? De Gaulle connaissait les communistes. De Gaulle connaissait les crimes des communistes, qu'on découvre encore aujourd'hui. De Gaulle était informé. Comment a-t-il pu avoir 5 ministres communistes en France? Il a cru pouvoir les tenir. Non. Et je ne pense pas, j'irai plus loin. Tenir, oui. Je crois que lui a pu tenir.
C'était surtout ça. Je crois que c'est ça. Tout était bon pour se maintenir et pour accéder au pouvoir. Je ne dis pas que tout était bon pour le général de Gaulle, non, je ne vais pas jusque-là. Mais je dis que c'était pour lui un moyen de gouverner. On ne peut pas dire que le général de Gaulle ait fait preuve d'un certain nombre de scrupules. Lorsqu'il s'est agi pendant les événements d'Algérie, je dis bien les événements, puisqu'il n'y a jamais eu de guerre, on ne peut pas être en guerre avec un propre territoire appartenant à la communauté nationale. D'ailleurs, à l'époque, on parlait des événements d'Algérie, ce n'est qu'à posteriori qu'on a parlé de la guerre d'Algérie. De Gaulle a quand même été dans les prisons, sortir la lie de la population, des exécuteurs de bas œuvre qui n'étaient autres que des droits communs pour faire assassiner des patriotes français. Écoutez, donc on peut dire qu'il n'avait pas peur non pas de se salir les mains, mais d'utiliser le long bras de l'État pour aller jusque dans la France chercher les outils, les instruments de sa politique. Vous devez avoir certainement connaissance des fameuses extravagances d'un certain commandant Rayon. Alors, oui, je l'ai même connu. Vous connaissez la question. Oui, lui et bien d'autres. C'est tout, mais on ne peut pas en dire plus. On aurait peut-être pu, avant de sauter à l'Algérie, dire un mot de l'épuration quand même, parce que c'est tout de même aussi une des tâches. C'était aussi le prix peut-être à payer aux communistes, parce que ce sont les communistes qui ont fait l'épuration. Parce qu'apparemment De Gaulle a laissé faire pendant un certain temps, et ne s'est pas très vite ému des exactions de l'épuration. Alors André Figueras sur l'épuration. Surtout le problème est que, comme il a refusé tout ce qui venait avant, rien n'existait de ce qui avait été de Vichy. Non seulement le gouvernement, mais même l'administration. Tout devait être écarté, sauf quelques-uns qui se sont mis à plat ventre au bon moment. Donc, il y a eu une période où la France s'est trouvée sans aucun pouvoir. Même les brigades de gendarmerie ne pouvaient pas agir, parce que les gendarmes ne savaient plus s'ils étaient gendarmes ou pas, s'ils allaient être emprisonnés ou décorés. Il n'y avait plus rien. Il y a eu quelques mois d'anarchie. Et pendant ces quelques mois d'anarchie, tous les comptes les plus abominables se sont réglés. Ça, c'est l'épuration sauvage, comme on dit. Et puis alors, il y a eu naturellement l'épuration officielle, en particulier la manière dont étaient jugés les amiraux. Vous savez que je m'occupe beaucoup des amiraux depuis quelque temps, puisque j'ai découvert leur destin, les conditions abominables dans lesquelles on a traité des hommes. Quelques exemples. L'amiral Esteva, qui était résident général en Tunisie et qui a fait tout ce qu'il a pu. L'amiral Abrial, qui a été le héros de Dunkerque, qui a eu une attitude admirable, contre lequel le procureur général Fred Damicourt ne trouvait rien à dire, sinon que justement ça a été un grand bonhomme, qu'il a été, pendant son gouvernement général en Algérie, tout à fait bien, qu'il a empêché les exactions, etc. On le condamne là-dessus à 10 ans de travaux forcés, et on le flanque à Fontevraud, au milieu des assassins, à faire des chaises, à rempailler des chaises. Enfin, je pourrais citer, hélas, toute une litanie de ce genre. C'est une abomination. Il s'agissait pour De Gaulle, c'était vraiment un acte archi-révolutionnaire. C'était comme en 92, il fallait supprimer tout ce qui avait précédé pour lui substituer une société nouvelle. Alors disons le mot, l'épuration a été une forme de guerre civile, même si aujourd'hui on enterre la mémoire. Prenez par exemple l'assassinat de Laval. Je ne veux pas ici défendre Laval, parce que je n'aime pas Laval. Moi non. Je n'aime pas Laval, mais enfin, la justice s'est déshonorée. Voilà, Laval condamné à mort se suicide, on lui fait un lavage d'estomac, et on l'amène sur une chaise au peloton d'exécution. C'est inconcevable. Bon alors messieurs, il nous reste un peu moins d'une demi-heure, nous sommes sur Radio Courtoisie. Je rappelle que nous avons ce soir Roger Perfit, écrivain, et je vais vous demander donc d'accélérer parce que maintenant il nous reste quand même tous les 20 ans, les 22 ans de pouvoir de il faudrait qu'on arrive au gouvernement. Voilà, gouvernement est assez 59 et à la Constitution de la Ve République. Oui. Roger Perfit est écrivain, il vient de publier Réflexions sur De Gaulle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour les jeunes générations, aux Sociétés des éditions régionales. Albert Mathieu est éditeur à l'enseigne des Lettres du Monde, 142 rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 12e. André Figueras, historien, a écrit Pour en finir avec le général, avec des dessins de Pinatel, et Charles de Gaulle, Le dérisoire, en auto-édition. Et quant à Henri-Christian Giraud, rédacteur en chef du Figaro Magazine, il l'a publié chez Albin Michel ces dernières années, De Gaulle et les communistes, tome 1 l'Alliance, tome 2 le Préjugé. Alors un auditeur me fait remarquer que Koenig n'a jamais été maréchal mais qu'il était général, autant pour moi, c'est vrai, c'était le général Koenig. Un auditeur âgé de 80 ans
président, qui a fait la guerre, bien évidemment. Il a fait maréchal à titre posthume. Qui a fait la guerre de 40-45 et qui a été fait prisonnier, donc il a bien été maréchalisé. Et se déclare scandalisé par les propos de ce soir. Les invités ont-ils connu les drames que la France a vécu, envahie qu'elle était par les Allemands? Ces invités ne connaissent rien aux questions colonialistes. Il aurait dû dire colonial d'ailleurs et non pas colonialiste. Et ce n'est sûrement pas M. Perfit qui peut se permettre de dire quelque chose. Dommage que personne ne puisse le contrer. Bon, alors je me permets un instant de préciser que je suis médaillé de la Résistance. J'en fais pas état tout le temps, mais enfin ça existe. Médaillé de la Résistance en 46, pas 30 ans après comme d'autres. Voilà, comme M. Albert Mathieu l'a dit, il a combattu, il a été descendu par l'aviation italienne, il était dans l'aviation, il était donc du côté de l'armée française, et il n'a pas gardé ses mains dans ses poches. Henri-Christian Giraud et moi-même, nous étions trop jeunes, mais nous sommes là pour représenter les générations, messieurs, qui vous ont succédé. D'ailleurs, un auditeur nous demandait de mentionner nos âges, eh bien je crois qu'il est amplement renseigné. Par contre, de très nombreux auditeurs qui ont participé à tous les événements de cette époque, qui ont fait la guerre comme volontaires et qui n'avaient pas une très grande idée du général de Gaulle, sont de tout cœur avec nous et nous remercient d'avoir eu le courage, en ces temps de conformisme intellectuel, de démission et de lâcheté, d'avoir fait cette émission. Si je peux dire Monsieur Albert Mathieu. Si je peux dire un mot, il ne s'agit pas de détrôner le général de Gaulle. Il ne s'agit pas de salir le général de Gaulle. Tout le monde reconnaît ce qu'il a fait. Il s'agit simplement de dire la vérité qui a été cachée depuis 50 ans. Un point, c'est tout. Et l'auditrice qui tout à l'heure vous a dit qu'on avait déformé, etc., c'est la preuve du manque d'information, de la mauvaise information faite par le général de Gaulle, parce que elle devait, si elle avait été informée, bon, bien, Monsieur Albert Mathieu, laissons cela. Je le dis pour information et pour que nos auditeurs sachent qu'ils ne sont pas censurés lorsqu'ils nous envoient quelques critiques d'ordre qui sont négatives. Toujours est-il qu'on ne nous reproche pas aujourd'hui d'avoir un ton qui ne soit pas convenable ou congru avec l'histoire officielle, étant donné que cette histoire officielle, 900 volumes, l'a rappelé M. Figueras, a eu amplement le temps ces dernières 45 années de glorifier l'image de marque du général de Gaulle, et une petite note dissonante ne peut pas lui faire de mal s'il a été aussi grand qu'on le dit. Alors, Monsieur Albert Mathieu, sur De Gaulle au pouvoir, maintenant, oui, 58, je vais d'abord poser une question rapidement. Très rapidement. Qu'on me dise, si De Gaulle n'avait pas existé, si la France n'aurait pas été libérée tout de même, et si elle aurait été une colonie américano-soviétique. Je voudrais qu'on me le réponde. Certainement non. Alors. C'est ce que je dis, n'est-ce pas, la France. Roger Perfit. C'est une des phrases de mon livre, que le général de Gaulle nous a valu simplement l'honneur relatif de nous asseoir en étape d'armistice. Un point, c'est tout. Simplement. La France aurait été intégralement reconstituée. Les Alliés s'étaient engagés, d'ailleurs, par leurs accords même d'alliance avec la France avant la guerre, n'est-ce pas? Par conséquent, tout se serait passé, et nous aurions peut-être simplement nos colonies, dont nous serions peut-être, dis-je, d'ailleurs, fort embarrassés. Et ce que j'ajouterai rapidement, c'est que je pense aux mères américaines, du Texas ou d'ailleurs, qui ont eu leurs fils tués à Paris, sur le sol de la France, qui sont vus, les Américains sont vus expulsés par De Gaulle, et qu'on a prétendu qu'il n'y avait que la France s'était libérée elle-même. Eh bien, pour ces mères, je souffre pour elles. Parce que si un Français était mort au Texas pour sauver l'Amérique, je me demande quelle serait la réaction des mères françaises. Bon, nous avons planté le décor. L'étymologie de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, de sa figure historique, c'est la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, de Gaulle revient au pouvoir à l'occasion des événements que l'on connaît en 1958. Alors là, son destin prend une toute autre tournure. Mais l'homme est déjà fait, l'homme est déjà plus que mûr, il le dit lui-même, il n'a plus d'ambition de devenir un tyran, mais en tout cas il va exercer un certain type et véritablement poser son empreinte sur les destinées de la France, notamment par cette Constitution et la Ve République dans laquelle nous sommes toujours. D'où l'actualité de De Gaulle. Albert Mathieu. Monsieur Roger Perfit explique ça très bien dans son livre. De Gaulle, pour revenir au pouvoir en 58. Parlez dans le micro, s'il vous plaît.
comploté pas mal, non, monsieur Roger Perfit? Naturellement. Alors, en période normale, si un autre, De Gaulle au pouvoir, un homme politique s'était livré à ces manœuvres-là, qu'aurait fait De Gaulle? Alors, monsieur Perfit. Je vous pose la question. Qu'aurait fait De Gaulle? Je crois que De Gaulle aurait très mal traité Non, ben... et n'aurait pas admis une pareille chose. Ne l'aurait-il pas poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État? Oui, assurément, assurément. Car De Gaulle avait le sens du pouvoir. En tout cas, il le portait à l'extrême, ce sens du pouvoir, quand c'était lui qui le détenait. Et vous le citez vous-même, quand il est revenu après qu'on l'a remis au pouvoir, il a dit au garçon dans l'ascenseur, voilà. J'ai gagné. Voilà, c'est ce robot historique, n'est-ce pas, au garçon de l'hôtel La Pérouse. Alors, Henri-Christian Giraud, De Gaulle, officier rebelle, mais rebelle malgré lui, puisqu'on le sait, il voulait obtempérer aux ordres du maréchal Weygand, du général Weygand à l'époque. Général Weygand, et revenir en France, il ne le peut pas, il reste, et donc son destin se fait par un glissement de l'histoire, un réservoir siphonné et la porte d'un hangar verrouillé. Toujours est-il qu'il revient là aussi au pouvoir par un coup de force de l'histoire, une sorte de coup d'État en quelque sorte. De Gaulle, c'est l'homme qui contourne au fond la légalité en permanence. Non, je dirais pas qu'il la contourne, il est toujours à la lisière de la légalité, c'est vrai. Rien n'est jamais très clair. Je crois que le général de Gaulle, d'un mot, a le génie de l'ambiguïté. Et cette ambiguïté, il sait remarquablement s'en servir. Albert Mathieu. Oui, je reviens un peu en arrière. De Gaulle a beaucoup critiqué Pétain, mais ne s'est-il pas servi de l'armée d'Afrique qui avait été organisée par le général Weygand sous les ordres du maréchal Pétain? Cette armée lui a servi beaucoup. Et j'ai parmi mes écrivains un auteur qui a fait toute cette guerre et qui peut dire que c'est tout de même grâce à Weygand que De Gaulle a eu en Afrique du Nord, un sérieux coup de main. Je trouve que quand Giraud parle d'ambiguïté, il a un mot bien calme et bien doux, parce que c'est toujours le mensonge. S'il n'avait pas menti à l'armée, menti aux pieds noirs, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Et c'est une collection de mensonges, ça a commencé. Moi, j'ai fait une cassette avec le discours du 15 mai, parce que c'est pas le 13, ou du 15, ou même un peu plus tard, au Forum, quand il est arrivé au Forum. Quand on reprend tout ce texte, et qu'on le dissèque, parce que sur le moment, les gens ont cru, mais on s'aperçoit que le « je vous ai compris », c'est un formidable mensonge, et que tout le temps, quand il a dit aux officiers « jamais, moi vivant, le drapeau FLN ne flottera sur Alger », car il le leur a dit dans la tournée des popotes, et en même temps, il manifestait un racisme. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il ne connaissait pas les colonies. Non seulement il ne connaissait pas les colonies, mais il méprisait les indigènes. Le général Boyer de la Tour m'a raconté qu'un jour il y avait un défilé d'anciens combattants musulmans qui étaient venus là avec toutes leurs décorations, et beaucoup avaient la médaille militaire, et ça ne se donnait pas comme ça, comme au bistrot. Et De Gaulle regarde ça et il lui dit « Oh, c'est avec ces clients-là que vous voulez faire des Français ?» Ça ne l'intéressait pas, il n'avait pas le sens du tout de l'Empire. Bon. Et alors il détestait tous les gens qui avaient fait leur carrière dans l'Empire, précisément. Il était hexagonal, comme on dirait aujourd'hui, Henri-Christian Giraud. Non, hexagonal, il le regardait quand même vers l'Est. Voilà, c'est ça. Alors, Henri-Christian Giraud, vers l'Est. Un auditeur nous dit que votre propos concernant ce regard vers l'Est de Gaulle, qui voulait, c'est vrai, faire la France ou l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, et aujourd'hui il faudrait peut-être dire jusqu'au Pacifique, trouve que nous faisons de la désinformation. Un autre auditeur nous dit que nous amusons les socialo-communistes. Je lui ferai remarquer à cet auditeur qu'aujourd'hui, qui est véritablement gaulliste en France? C'est les socialistes au pouvoir. Mitterrand tout premier, celui qui dénonçait autrefois la révolution permanente, le coup d'État, pardonnez-moi, effectivement, monsieur Mathieu, le coup d'État permanent, je crois que c'est lui qui l'exerce en permanence, et chaque jour que Dieu fait. Et un auditeur nous fait remarquer que pas un seul officier qui avait servi, et lui-même en témoigne quasiment directement, qui avait servi De Gaulle en France, ne l'a suivi en Angleterre. Il était détesté pour son orgueil et sa dureté.
Bravo pour l'émission, encore bravo, toutes nos félicitations. Des messages comme ça, il y en a des dizaines. Une grande pensée pour le général Giraud qui avait tout en main et s'est effacé, mais on sait qu'il aurait bien fait autre chose et qu'il aurait pu faire bien autre chose que Giraud. Voilà, ça c'est que de Gaulle. Et vous n'avez pas parlé, pardonnez-moi. Vous n'avez pas parlé de Leclerc. Oui, de sa mort mystérieuse. Vous n'avez pas parlé de Leclerc. À ce moment-là, l'assassinat de Darlan. Ni l'assassinat de Darlan. Nous ne pouvons pas tout évoquer. Non. Un pied noir, je peux vous dire. Sur les mains Un pied noir nous témoigne en nous disant que l'Algérie était pétainiste et non gaulliste et que pour cette raison, il n'aimait pas les pieds noirs. Un auditeur nous dit cette émission n'est pas très sérieuse ce soir. Invité Perfit, ce n'est pas très sérieux en tant qu'historien. Radio Courtoisie, de toute façon, Radio Courtoisie est anti-gaulliste par principe. Monsieur Giraud interprète les choses d'une façon spéciale. Voilà. Je dirais simplement à ce monsieur qu'il n'a qu'à lire les archives, elles le renseigneront sur la vérité. Et son livre, De Gaulle et les communistes, aux éditions Albin Michel. Quand on fait état André Figueras. de ce que nous pourrions nuire aux socialistes, comment se fait-il que les socialistes soient au pouvoir? Non, mais pas leur nuire, aider les socialistes et les communistes en faisant cette émission ce soir. Les socialistes sont au pouvoir, pourquoi? Parce que De Gaulle et les gaullistes ont flanqué une situation telle. Exactement. Alain Perfit, votre cousin, a dit un jour: si nous ne faisons pas trop de bêtises, nous sommes au pouvoir jusqu'en l'an 2000. Voilà. Alors je voudrais savoir combien de bêtises il avoue. Et il y a eu, je crois, en 1987, il y a eu une alternance. Le Premier ministre s'appelait M. Chirac. Il avait entre les mains le pouvoir et le destin de la France. Il l'a perdu aussitôt après l'avoir acquis. Et à cette époque, je puis en témoigner personnellement, l'Élysée n'était plus que le château de la Belle au bois dormant, tout le monde avait déserté, tout le monde croyait que c'était la fin du socialisme, et M. Chirac a été à ce point habile que les socialistes sont revenus au galop. Voilà. Si on parlait... Albert Mathieu. Parlons peut-être alors allons-y, parce qu'il nous reste à peine un quart d'heure. De la Constitution. Allez-y. Voilà. Alors, la Ve République, comme vous le savez, est en fin de course. Je vous entends. Non, mais elle est en fin de course. Cette Ve République a été organisée, a été créée, a été faite de toutes pièces, sur mesure pour le général de Gaulle. Exactement. Parce que le Parlement n'a aucun pouvoir. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Les parlementaires du parti de la majorité, s'ils n'obtempèrent pas quand on fait une loi, quand le gouvernement présente une loi, ils n'obtiennent pas l'investiture aux prochaines législatives. Par conséquent, ils sont totalement dépendants du gouvernement. Voilà. Et alors, chose très grave, supposez un instant que les socialistes, qu'un président de la République soit devenu communiste, ou qu'un communiste plutôt soit élu président de la République. Que serions-nous? Avant la chute, bien entendu, de Berlin, nous serions tous communistes. Parce que le président de la République pouvait faire basculer carrément la France dans le communisme, puisqu'il a pratiquement tous les pouvoirs. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que la Ve République, c'est la meilleure. De Gaulle a fait de la France, je ne voudrais pas l'accabler, j'ai beaucoup de respect pour De Gaulle, mais j'en juge par la vie des Français de tous les jours. Ceux qui ont connu la France, qui ont connu Paris. Mais son héritage, vous avez beaucoup de respect pour De Gaulle, mais son héritage pèse très lourd. Il est très lourd. Et sur nos vies, et sur nos Il en a fait, qu'on le veuille ou pas, un régime policier. Avant la guerre, quand vous vous adressiez à un agent de police, il était au service du peuple. Ils avaient même des numéros sur leur col. Et quand ils se permettaient, chose qui n'arrivait jamais, d'être impertinent, on intervenait immédiatement auprès du député, qui lui, à la Chambre, interpellait le ministre de l'Intérieur. Et le gouvernement pouvait tomber. Ça, c'était la démocratie. Aujourd'hui, la police fait ce qu'elle veut, qu'on le veuille ou pas, hein, on ne bouge pas. Enfin, la pauvre police, aujourd'hui, elle est plutôt chargée de mettre des contredanses aux automobilistes en mauvais stationnement que d'arrêter les trafiquants de drogue. Ou alors surveiller les gens qui bénéficient de droits d'asile politiques. Hein, comme j'ai entendu ce matin. Hein, 130 CRS pour garder le général Yard. Oui, c'est ça. Alors, et on vous dit 10 millions par jour. Alors, voilà l'héritage. Roger Perfit, sur l'héritage de Gaulle, sur la Ve République, que dire? Parce qu'il nous reste maintenant un petit peu moins d'un quart d'heure.
Je suis de ceux qui admettent la Ve République. Je suis même de ceux qui, contrairement à ce que dit M. Mathieu, admettent la Constitution. Parce que le fameux article 49.3, je crois, 49.3, quand même, qui permet de briser l'opposition parlementaire, est une chose en faveur du pouvoir personnel. Évidemment, c'est un pouvoir personnel qu'on a établi. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela que ça a été établi pour De Gaulle et que son successeur en bénéficie aussi impudemment. Mais l'héritage de Gaulle, c'est malgré tout, je n'ose pas, je ne crains pas de le dire, c'est qu'il ait réussi à nous débarrasser des colonies. Parce que si nous avions les colonies, nous serions en guerre depuis toujours, n'est-ce pas? Car je crois que nous sommes obligés d'en convenir. Nous serions d'abord en guerre avec l'Algérie. Monsieur Roger Perfit, oui. Puis-je vous faire humblement et respectueusement reconnaître que nous risquons non pas d'être en guerre avec l'Algérie, mais de devoir accueillir 200 000 Algériens ou 400 000. Oui. Monsieur Marchand, ministre de l'Intérieur, vient de commander des villages de toile pour 200 000 personnes environ. Et que le résultat de la décolonisation, parce que la décolonisation peut-être devait-elle être faite, mais elle a été faite de façon catastrophique, c'est qu'aujourd'hui, la France est colonisée par ses anciens colonisés, et que la France, qui avait l'Algérie française, est aujourd'hui en passe de devenir algérienne. N'oublions pas que l'islam est la deuxième religion de France, avec plus de 2 millions de fidèles reconnus officiellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas plus. Monsieur Albert Mathieu. Mais avant de décoloniser, il fallait d'abord former des cadres. Il fallait donner une certaine autonomie aux colonies, qu'elles puissent se gérer. Et on aurait formé une communauté extraordinaire. Parce que les étapes, donc. Parce que, mais naturellement, ça a été beaucoup trop rapide. Et puis il y a eu aussi beaucoup d'erreurs dans la colonisation. Parce qu'on est resté trop longtemps sans former des cadres. On envoyait les métropolitains, les gouverneurs, etc. Il fallait former des cadres. Et ces gens-là auraient pris en main leur destinée dans le cadre de la France. Alors qu'aujourd'hui, ils désertent leur pays. Ils viennent en France. Et vous ne pourrez pas recevoir tout ce monde-là. Ce n'est pas vrai. Si vous me permettez encore une citation, Robert Lacoste, le ministre résident socialiste en Algérie, qui aurait pu sauver les choses, mais qui n'a pas eu le courage de s'opposer à son parti, Robert Lacoste m'a dit « De Gaulle a terminé l'affaire d'Algérie comme un charcutier ». Oui. Je me tourne, il nous reste quand même une grosse dizaine de minutes, vers Henri-Christian Giraud. Alors, sur cette affaire de l'indépendance, bon, l'indépendance était peut-être inéluctable, mais en effet, je crois que ça s'est joué beaucoup trop vite et qu'il aurait fallu parcourir d'abord un certain nombre d'étapes. Et puis surtout, ne pas privilégier le seul FLN. Car le successeur de l'Algérie française n'a pas été l'Algérie algérienne, c'est-à-dire une Algérie respectueuse de ses minorités, kabyles et autres. Finalement, très tôt, et je crois que Camus l'avait très bien vu, ce qui était en jeu et en cause, c'était l'islam. Et ce qui a succédé à l'Algérie française, ce fut l'Algérie arabo-islamique, que nous voyons aujourd'hui s'imposer et dont nous pouvons penser qu'elle peut devenir une république islamique à l'instar de l'Iran. Sur ce sujet, un auditeur donc nous demandait de réévoquer la mort du général Leclerc, mais malheureusement nous n'y reviendrons pas. Sur un autre héritage, à propos de l'héritage, le général de Gaulle, nous dit cet auditeur, a livré 2 fois l'éducation nationale à la gauche. Une fois en 1945 avec le plan Langevin-Vallon, qui était un plan communiste, et ensuite en 1968 avec Edgar Faure. Albert Mathieu. Oui, c'est exact, et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui des enfants qui sont pratiquement illettrés et que l'éducation nationale en France est à un niveau le plus bas. Et cet auditeur ajoutait que d'ailleurs, d'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale, il existe, c'est une copie conforme. Qu'est-ce qui dirige l'enseignement en France? Ce sont les syndicats. Le ministre n'a aucun pouvoir. La preuve, c'est qu'ils défilent les uns après les autres et qu'ils ne peuvent prendre pratiquement aucune décision.
Oui, félicitations pour l'émission. De Gaulle nous a amené les communistes, la nomenclatura à la française, l'étatisme de la culture, avec son ami Malraux, qui était peu recommandable. Il est vrai que Malraux était quand même, avait une pointure très au-dessus du dénommé Jack Lang, mais que Malraux était aussi un petit peu halluciné. Un aventurier. Roger Perfit. Un véritable aventurier. Un voleur et un aventurier. Oui, l'auditeur précédent disait qu'il y avait entre la faillite de l'éducation nationale et le chômage actuel 3 millions, mais en fait on sait que ça doit culminer vers les 4 millions et demi avec, en chiffres réels, qu'il y a certainement une relation de cause à effet, et nous ne le démentirons certainement pas. Messieurs, vous vous souvenez que De Gaulle a prononcé une phrase en 1968, c'était au début du printemps, sur un peuple sûr et dominateur, et qu'il avait mis l'embargo, quelque temps auparavant, c'était en 1967, qu'il avait mis l'embargo sur les armements à destination de cet État du Proche-Orient. Aujourd'hui, y a-t-il un parallèle à faire entre l'erreur du général de Gaulle, l'erreur géopolitique, et l'affaire Habache, qui semble aujourd'hui saper les bases du pouvoir aujourd'hui en place? Roger Perfit. Oui, c'est fort possible, car évidemment, le général de Gaulle a été soutenu depuis d'ailleurs depuis Londres, depuis le 18 juin 1940, par le monde juif, la finance juive, n'est-ce pas, qui d'ailleurs, tout naturellement, ne pouvait pas soutenir le maréchal Pétain, qui obligeait les gens à porter une étoile jaune. Non, pas Pétain. Oui. Pas Pétain. Les Allemands. Oui. Alors, Roger Perfit, justement, sur ce soutien de la finance, des milieux financiers, et je dis d'ailleurs... C'était monsieur de Rothschild. J'arrive à monsieur de Rothschild, et je disais... Oui, mais qu'est-ce qui vous permet de dire, précisément, c'est ce que j'ai relevé dans votre livre, que Lord Rothschild lui a avancé des sommes considérables? Parce qu'il s'est branché sur les Rothschild français, dont certains avaient déjà franchi la Manche, n'est-ce pas? Et puis sur Lord Rothschild aussi, parce que c'était le représentant d'une famille avec laquelle il était déjà lié. Et il était déjà lié même avant de partir pour Londres, n'est-ce pas? Par qui était-il lié? Oui, par des relations plus ou moins mondaines, par des soutiens de certains de ses collaborateurs, de ses ministres, des autres ministres du gouvernement Je soulève ce point parce que République. je trouve que c'est très important, on ne parle jamais du financement de la France libre. Oui, justement. Comme toute entreprise, la France libre. La France libre a eu un coût très élevé. Or, il y a l'accord du 7 août 1940 avec Churchill, qui précise dans son chapitre 4.1 que toutes les dépenses engagées pour la constitution et l'entretien de la force française sont à la charge du Royaume-Uni. Bon, donc, il dépend, les finances de la France libre dépendent en effet de Churchill et des Anglais. Mais vous ajoutez aussi de Lord Rothschild. Mais jusque-là, justement, car l'accord, vous le rappelez vous-même, n'est que du mois d'août, n'est-ce pas? C'est l'accord avec la trésorerie britannique. Et jusque-là, il fallait bien qu'il ait vécu aux dépens de quelqu'un. Et précisément, ce quelqu'un, c'était Lord Rothschild et les cousins des Rothschild français. Monsieur Perfit, je vais avoir l'humilité de vous citer. À la page 42 de votre ouvrage, que je recommande à tous nos auditeurs, vous dites « Il eut la double humiliation de devoir tendre la main d'abord à Churchill et ensuite au Rothschild. Lord Rothschild, entomologiste distingué, qui avait une spécialité étonnante, lui fit admirer sa collection de poux. » Oui, c'est un élément très peu connu sur lui. Et que lui avancèrent des sommes considérables. Et à la fin, un petit peu plus loin, vous dites un des premiers décrets que le général de Gaulle signa après la libération de Paris fut justement un remboursement au Rothschild. C'est un de mes amis qui était son collaborateur qui a vu ceci. Albert Mathieu. Il y a un point qu'il faudrait tout de même signaler aux auditeurs, c'est que la France avait beaucoup d'or à la déclaration de la guerre. De Gaulle était parti avec 100 000 francs en poche. 100 000 francs, mais enfin ça... Que lui avait remis Paul Reynaud. Oui, mais enfin ça arrive. Lors de la Banque de France, il y a eu 300 tonnes qui sont parties à Dakar. Et le reste, à bord de l'Émile Bertin, en rade de Fort-de-France. Les Allemands ont occupé la France pendant 4 ans. Ils ont pris les légumes, ils sont servis des usines, mais ils n'ont jamais eu l'or de la France. Absolument. À la Libération, cet or a été rentré en France. Et il fallait bien payer
les frais de la France libre. Or, je me souviens fort bien, et je l'ai gardé, un petit entrefilet dans le Figaro de l'époque. La Banque de France vient de virer à la Banque d'Angleterre tant de tonnes d'or pour les frais de la France libre en Angleterre. Voilà. Alors, des auditeurs trouvent que cette émission est scandaleuse, d'autres nous demandent de la prolonger après 19h30, et là, ce n'est pas possible, nous avons traité d'autres affaires. Je vous prie de m'excuser, mais les auditeurs qui disent qu'elle est scandaleuse, c'est le résultat, c'est l'héritage de Gaulle, voilà, d'avoir coupé la France en deux. C'est ça, c'est ça. Au lieu de l'avoir réconcilié, lui qui voulait les rassembler, la vérité. Roger Perfit. Alors, certains nous disent que si De Gaulle ne s'était pas opposé à Roosevelt, eh bien aujourd'hui nous serions totalement colonisés par l'Amérique. Ceci dit, c'est en passe d'être réalisé. Colonisé par l'Amérique. Je pense culturellement. L'Amérique a colonisé la Belgique. Mais c'est maintenant que l'Amérique va coloniser mais la bien France. Entendu, c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est ce qu'elle fait avec l'Euro Disneyland. Alors Roger Perfit. Moi j'avais une question à poser à Roger Perfit. Elle porte sur mai 68. Vous écrivez que pour conjurer le danger révolutionnaire, De Gaulle a mandé secrètement Doumingue qui lui promit une certaine neutralité. Qu'est-ce qui vous permet d'écrire ça? Voilà. J'ai vu cela, je crois bien, dans une revue à laquelle collabore d'ailleurs notre ami Figueras ici présent. Doumingue, c'était le milliardaire rouge de l'agriculture. C'est ça, qui s'appelle Lecture française. Lecture française. C'était il y a quelques mois que j'avais vu cette information qui m'était très précieuse puisque ça corroborait tout ce que j'ai voulu dire sur le général. Voilà la source. Albert Mathieu. Ils sont très bien renseignés, vous savez, au lecteur français la preuve, puisque M. Figueras est un collaborateur. Avant de terminer, je voudrais quand même féliciter M. Perfit de son livre. Merci. En tant qu'écrivain, en tant qu'éditeur, votre livre est remarquable, tant par la forme que par le fond. Merci. Quelques reproches néanmoins. Je trouve que vous êtes encore très gentil avec le général. Alors Roger Perfit, c'est une question que je vous pose. Roger Perfit, un mot en réponse à M. Albert Mathieu et un mot pour ne pas conclure. Ce sera votre dernier mot. Bien, je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'était l'ancien diplomate que je me flatte d'avoir été, qui se doit d'éviter les jugements à l'emporte-pièce, les jugements définitifs. C'est bien pour ça que je me suis flatté, comme je l'ai dit dans ma préface, d'écrire un livre impartial. Et puisque vous me faites cette remarque, M. Mathieu, merci des compliments qui l'accompagnaient, je dirais que j'ai le sentiment d'y avoir réussi. Eh bien, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs probablement d'être l'invité aujourd'hui de Radio Courtoisie. Et je vous en remercie, M. Roger Perfit. Henri-Christian Giraud, juste un mot pour ne pas conclure. André Figueras. Il y aurait encore tant de choses à dire qu'il vaut mieux s'arrêter. C'est l'histoire contemporaine tout entière. Eh bien, messieurs, merci, mais je puis vous dire que les messages favorables l'emportent beaucoup sur les messages défavorables. Est-ce que je peux simplement dire un mot? Oui, juste un mot, mon général. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'une fois pour toutes, les Français se réconcilient, parce que la France a besoin de tous ces soldats, de tous ces hommes, et de tous ceux qui vivent en France. Bravo. Merci, messieurs. Je vais vous retrouver d'ici quelques minutes, mais avant des annonces, fermez la porte, s'il vous plaît. De Jan Breikliken, puisque j'annonce chaque semaine les livres reçus, honneur à notre culture celtique, aux éditions Jean Picolec. Jan Breikliken est le président des écrivains bretons. Je cite donc la parution de la mythologie celtique. Notons d'autres parutions. Vous savez que je m'intéresse depuis quelque temps aux livres qui sont destinés à notre jeunesse, puisque ce sont ces éditeurs et ces éditions qui feront que ce que nos jeunes gens, nos jeunes filles et même déjà enfants auront plus tard dans leurs rêves et dans leur imaginaire. Alors je voulais signaler la très intéressante mais très inégale collection La vie privée des hommes qui vient de faire paraître un superbe album consacré à la découverte de l'Amérique. Nous en fêtons donc le 4e centenaire cette année et qui a été magnifiquement illustré par, j'imagine, un Britannique qui s'appelle Michael Welpley. Donc la découverte de l'Amérique dans La vie privée des hommes.
Chez Hachette toujours, dans la collection Mythes et légendes, dirigée par Gilles Ragache, deux parutions, Les Dragons et également Vers l'Amérique. Ce sont des contes et légendes de l'Amérique du Nord et du Sud. Disons que cette collection pêche très souvent par la médiocre qualité de ses illustrations. Encore que récemment, j'avais mentionné les légendes ayant trait à l'ours, qui étaient peut-être un petit peu meilleures. Quant au choix des textes, il est toujours intéressant, mais la qualité littéraire et stylistique, elle, mériterait d'être améliorée. Encore chez Hachette, en poche, le très joli petit livre Lola et les loups, sans aucune réserve cette fois. C'est signé Anne-Marie Paul pour les illustrations et le texte, ainsi que La Bête du Gévaudan, c'est pour les plus grands, de José Ferron, pour les plus de 10 ans. Alors si je parle aujourd'hui du livre Lola et les loups, La Bête de Gévaudan, eh bien tout simplement c'est parce qu'une émission sera consacrée à cet animal très intéressant et si symbolique de notre imaginaire collectif au début du mois d'avril. Voilà, également chez Gallimard, de Geneviève Carbone, La Peur du loup. Bien, eh bien je vous dis à tout de suite. J'ai oublié de désannoncer mes invités, c'était bien entendu Roger Perfit, qui vient de publier Réflexions sur De Gaulle aux Sociétés des éditions régionales, Albert Mathieu, qui est éditeur à l'enseigne des Lettres du Monde, et qui a publié aux éditions des Lettres du Monde La Moisson des Ténèbres sur la décolonisation, André Figueras, historien, qui a écrit Pour en finir avec le général, avec des dessins de Pinatel, Charles de Gaulle, le dérisoire. Quant à Henri-Christian Giraud, il est rédacteur en chef du Figaro Magazine, et il a publié De Gaulle et les communistes, chez Albin Michel, tomes 1 et 2, L'Alliance et le préjugé. À tout de suite.